ce débat sur ma base sur l'édition, qui nous réunit aujourd'hui face à la perspective inquiétante de la réunion du duopole de l'édition française, comme une espèce de monopole un peu inquiétant de Hachette et de Vivendi. C'est l'histoire qui revient après le rachat de Vivendi par Hachette il y a pas loin de 20 ans, en 2002-2004. Ce débat nous réunit, donc moi, Julien, je suis maître de conférence à l'Université de Nanterre au pôle métier du livre de Saint-Cloud, où nous formons des futurs éditeurs, libraires et puis bibliothécaires. Niels Anderson, éditeur, diffuseur de livres, militant anticolonialiste, intellectuel majeur ces dernières années, et Francis Combes, éditeur, auteur, beaucoup de casquettes aussi dans tous les métiers du livre, dans l'animation, dans les festivals. Quel rôle pour la littérature et la poésie contemporaine qui a pu être le sien durant ces dernières années. Ma base sur l'édition, c'est un peu un mauvais remix de ce qui s'est passé il y a près de 20 ans. Or, c'est pire qu'un remix. Donc l'édition a à peine un peu à se considérer comme une industrie culturelle, pourtant son étude, elle fonctionne comme un oligopole à franges entre des grands mastodontes de l'édition et puis des petites structures, un archipel de petites maisons d'édition qui constituent les franges. Dans cet oligopole, progressivement, au fil du temps, les maisons d'édition qui étaient héritées du XIXe siècle, les grandes maisons d'édition familiales, ont progressivement été remplacées par les maisons d'édition industrielles, financières, et possédées par des gens extérieurs à l'édition, des marchands de canons, des vendeurs de soupe, des vendeurs d'eau, comme Vivendi, et des communicants et grands prêtres de l'audiovisuel. Donc, s'il y a encore 40 ans, ce marché-là, il se structurait déjà autour d'un duopole qui était celui de Hachette, la pieuvre verte héritée des librairies de gare du XIXe siècle, et le groupe de la Cité. Il avait derrière lui, il y a quelques 40 ans, ce que Claude Cherki, avant de l'enterrer très profondément, appelait les 4 grandes éditions françaises historiques, c'est-à-dire Flammarion, Albin Michel, Gallimard et Le Seuil. Donc à ce grand duopole, on avait une espèce de bloc un peu pondérateur de maisons d'édition familiales, donc c'était un peu le cœur de métier. Et tout cela a volé en éclats il y a 20 ans, avec l'explosion du groupe Vivendi Universal, qui a amené la vente précipitée de Vivendi Universal Publishing. Hachette s'en est porté acquéreur à 100% par amour du livre, disait Jean-Luc Lagarde peu avant sa mort, avant de n'en prendre que 40% et de laisser 60%. Mais dans l'explosion, le Big Bang de ces années 2002-2004, qui d'ailleurs était beaucoup plus documenté, était un vrai sujet de société, un vrai débat public aujourd'hui, qui en parle de Bolloré sur Hachette, pas tellement de gens. Donc dans ce Big Bang, non seulement Hachette a récupéré 40% de ce qui était avant Vivendi Universal Publishing, mais il y a eu une réaction en chaîne qui a amené à la disparition pratiquement des 4 autres, c'est-à-dire le rachat de Flammarion par Corriere della Sera, par le groupe Corriere della Sera, puis racheté par Gallimard, l'affiliation d'Albin Michel à Hachette, et puis la disparition des éditions du Seuil, rachetées d'abord par Hervé de la Martinière, puis par Média Participation, qui, d'après le vœu apostolique de son fondateur, Raymond Montagne, réalisait l'union des grandes maisons d'édition chrétiennes, dans un but de reconquête apostolique et culturelle. Bien, donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la réflexion 20 ans après sur ce nouveau Big Bang, sur l'idée de ces effets un petit peu, de ces effets retard, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui on est simplement
sur une fusion-acquisition simple, ou sur quelque chose qui va profondément remodeler tout le champ éditorial français comme il y a 20 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en procédure internationale de procès antitrust. C'était le cas en Italie quand le groupe Mondadori, possédé par la fille de Berlusconi, a racheté De Agostini Scuola, c'est-à-dire qu'ils avaient un monopole sur l'édition scolaire. Le gouvernement italien a considéré qu'on pouvait racheter. Et aujourd'hui, il y a les deux grandes procédures antitrust à Bruxelles autour de Hachette et Vivendi, avec l'idée que le périmètre par rapport à il y a 20 ans a changé, c'est-à-dire qu'Hachette est maintenant un géant mondial, donc l'Union européenne n'a pas de prérogative sur l'antitrust en dehors de l'Europe. Et l'autre grande procédure antitrust, c'est la procédure antitrust qui a lieu aujourd'hui à la Cour de justice de l'État de New York, en ce moment, sur la réunion au sein de Random House Penguin de Simon & Schuster. Et ce sont des procédures qui, pour l'Union européenne, elle est assez hermétique, on a peu d'informations. Mais par contre, à la Cour de justice de l'Union européenne, les auteurs ont été conviés, les grands éditeurs ont été conviés, et c'est quelque chose qui a beaucoup de répercussions. Donc voilà, ce n'est pas la même scène qui se rejoue 20 ans après, c'en est une autre, mais peut-être pour terminer, avant de laisser la parole à mes compères, le géant qui serait formé, si vous voulez, l'oligopola franche, quand on le voit du point de vue de l'économie de la culture, c'est pas un truc sympathique. C'est un truc qui est très peu porté à l'innovation, très peu porté à la création, l'innovation, la vraie innovation, pas les gadgets numériques et marketing. Et c'est quelque chose qui est très peu porté sur la concurrence. Ça ne nous plaît pas trop, l'oligopola franche. On se situe juste en deçà du monopole. Donc ces grands géants internationaux, que ce soit Mondadori, Random House Bertelsmann, ou alors Hachette Vivendi, ça représenterait en gros les 3/4 du marché scolaire, les plus rentables, surtout chez nous. Ça représenterait 75% du livre de poche en littérature, ça représenterait 50% des livres de grand commerce, et surtout pour nous, dans le domaine de concentration qui est le nôtre, ça représenterait à peu près 55% de la distribution des livres, et surtout dans les grandes surfaces et les grandes surfaces spécialisées, pas loin de 80 ou 100%. C'est ça, Hachette Vivendi. Même si on prête des choses extrêmement différentes à Bolloré, y compris de lâcher Editis, qui était pourtant sa maison, et de lâcher Interforum. Mais à qui va-t-il la lâcher? Voilà. À Gallimard, en média participation. Donc cette situation-là, c'est une menace pour la création, c'est une menace pour le pluralisme économique, et ça contraste très fortement avec la situation précédente. Peut-être Niels va dire quelques mots sur la période des années 50-60, qu'il a vécu lui en tant qu'éditeur et diffuseur de livres, distributeur de livres en Suisse, en Suède. Et puis ensuite on laissera la parole à Francis pour qu'il nous parle d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Voilà. Donc, je vais seulement prendre quelques minutes et ensuite je me tairai parce que je ne suis pas compétent sur la situation actuelle. Je ne suis pas né dans l'édition. J'y suis entré par hasard. Je n'ai pas été un petit éditeur. J'ai été un éditeur minuscule. Et j'ai connu le passage de l'édition du XIXe siècle à celui du XXIe, celui d'un hobby de grande fortune, de passion découvreuse, à celui de produits statistiques de l'économie de marché. Le passage, en fait, du capitalisme industriel au capitalisme numérique. Car cette évolution est aussi due à l'évolution technologique de la production. Le passage du typo, assemblant les caractères au plan, à la PAO, la composition numérique, est un grand progrès si l'on regarde le coût de la production du livre.
mais il y a une perte d'un rapport à un métier qui avait son savoir, un métier manuel et intellectuel, celui de l'imprimerie, qui se sentait aussi porteur d'un droit à la liberté d'expression contre toute atteinte des censures. Cela était une perte du métier d'éditeur. Mais venons-en plus précisément à mon expérience de l'édition. Elle est due tout simplement après l'échec, comme souvent à 20 ans, publier des revues, elles échouent après quelques numéros. Un ami libraire me dit, écoute, j'étais habité la Suisse, j'étais à Lausanne, me dit, il y a des éditeurs français importants qui ne sont pas distribués en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas d'être leur distributeur? Je cite, il s'agissait d'éditions de Minuit, des éditions Pauvert, des éditions de l'Arche et des éditions José Corti. Je viens à Paris pour contacter ces éditions sur son conseil. J'ignore tout, absolument tout. Je ne sais pas ce que c'est qu'une remise, je ne sais pas ce que c'est à l'époque d'un 13-12, c'est une chose qui est oubliée. Je n'ai aucune disposition pour le commerce. Et je prends contact, et j'entre cette rue Bernard Palissy, aux éditions de Minuit, et je rencontre Jérôme Lindon. Je lui expose mon projet. On n'avait ni société, ni local, ni lieu, ni référence, ni argent. Et je demande à Jérôme Lindon d'avoir les livres, la diffusion des livres en dépôt, avec paiement sur les ventes. Il dit oui. Chose inconcevable, inimaginable aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a pas de projet, qui n'a pas un plan, qui n'a pas quelque chose de sérieux à présenter. Cela peut être aidé à ce que Pauvert et les éditions de l'Arche disent oui aussi derrière. Corti a dit non pour une raison simple, c'est que les tirages de Corti étaient trop petits pour faire un dépôt dans un autre lieu. Et puis c'est le hasard. C'est l'année où Lindon, il y a Godot qui sort, c'est l'année du prix Renaudot pour Victor, c'est l'année du nouveau roman. Et pour bien montrer les attitudes et comportements d'alors, après cette année favorable à la position de Minuit, qui le sort finalement de la précarité et de l'insécurité, je lui dis, qu'est-ce que vous allez publier à l'automne? Lindon me dit rien. Rien, parce que si je publie de nouveaux succès, je dois engager du personnel. Si j'engage du personnel, je suis pris dans la spirale de pouvoir maintenir ce personnel en place. Donc mon indépendance, c'est rien d'important pour qu'il n'y ait pas de nouveaux succès, que je puisse garder les 5 personnes qui sont autour. C'est une leçon par rapport à ce qui adviendra plus tard. Aussi, ensuite, il y aura le rôle qu'il jouera et qu'il faut toujours souligner pendant la guerre d'Algérie, où sans lui, il est le premier, et sans lui, beaucoup de livres, entre autres, mais aussi la question dans la Lègue, n'aurait pas été trouvé d'éditeur. Aux éditions de l'Arche, il y a Voisin. C'est à l'époque, effectivement, du Berliner ensemble, c'est à l'époque du TNP, c'est des choses qui animent beaucoup les débats d'alors. Mais il se bat aussi sur autre chose, sur le droit des traducteurs, qui étaient à l'époque les mêmes que les droits des auteurs. Et il y avait l'exemple de Bernard Shaw. Il fallait payer le traducteur de Bernard Shaw, parce que c'était un couple ami de Bernard Shaw, payer leur droit d'auteur en utilisant une autre traduction parce qu'elle était injouable. Et donc il a réussi aussi à modifier le droit des traducteurs dans la durée. Il y avait Pauvert. Pauvert, c'était Sade, bien sûr, et les procès avec les grandes diatribes de Maurice Garçon. Et puis, ce projet délirant, le Vitré, qui a failli, par son succès, mettre en faillite Pauvert, parce que les exigences financières étaient tellement grandes pour réaliser le but. Bon, c'est dans ces conditions-là qu'à un moment donné,
mis en relation avec Lindon, je deviens éditeur, ce qui n'était pas du tout un projet, mais qui devient le hasard des choses une réalité. Et dans ce métier, je dirais, un peu comme Maspero, il a dit, une fois lancé plutôt, une fois quitté une réunion du syndicat d'éditeurs, je n'appartiens pas à votre monde. Et je crois que c'est cela, parce que je vais mieux découvrir ce métier, qui était pour moi lié à un petit groupe d'éditeurs que je connaissais, qui étaient des amis. Je dois quitter la Suisse, je quitte la Suisse et après des péripéties, j'arrive en Suède. Il faut bien vivre, donc je choisis de diffuser du livre français en Suède. Et c'est là où je vais comprendre le monde de l'édition qui m'est resté étranger. C'était l'époque où on parlait beaucoup de la pieuvre verte, en parlant d'Hachette. Il y avait déjà d'autres pieuvres. Donc en Suède, je crée un service de diffusion avec l'aide des relations d'éditeurs que j'avais avant. Et je constate, dans les années 70, mais très vite dans les années 80, l'entrée en scène des élèves des grandes écoles, qui vont se substituer à ce que j'appelle les éditeurs, au sens propre de ceux qui étaient là par une passion du papier, du livre et du caractère. Le livre devient chiffre, il devient listing, etc. Et je peux citer quelques exemples. Le directeur à l'export, une des maisons d'édition les plus prestigieuses, me dit: quel avenir vous avez à diffuser du livre français en Suède? Le livre français n'a pas d'avenir. C'était le directeur à l'export d'une importante édition. Un autre, je viens de contacter à Paris. Maison d'édition française. Française, bien sûr, prestigieux. Une autre fois, j'arrive chez un autre éditeur, aussi connu, et il me dit: oui, dans son style, j'avais bien connu le patron qui avait pris sa retraite, qui avait eu le respect après, qui était quelqu'un de l'ancienne tradition, et la nouvelle personne que je rencontre me dit, dans son style, vous êtes le 136e client à l'étranger. Oui, c'est intéressant, mais pour la Suède, vous êtes le premier. Bon, on est à l'échelle. Hein. Mais cette société, quelques mois après, a été rachetée, comme beaucoup d'autres. C'était le processus engagé. Et a perdu son indépendance. À l'époque, il était frappant de voir le nombre de petits éditeurs qui cherchaient à entrer dans une grande édition sous prétexte que ça allait leur donner une indépendance financière. Eh bien non. Ils passaient sous la coupe de la rentabilité et l'indépendance, il n'y en avait pas. Bon, j'entends chez les plus grands regretter le temps où, sachant est difficile à vendre, chez des grands éditeurs que je parle, qui me disent: voilà, avant, quand je voyais, on avait un bon manuscrit, un bon livre, un bon roman ou un auteur de sujet, eh bien on allait trouver le patron, qui portait le nom de l'édition. Donc je disais: voilà, il y a ça, ça ne va pas se vendre, mais c'est tout. Puis il nous disait oui. Et on est tombé sous la dictature des commerciaux. Hein. Et les commerciaux font la loi chez les grands éditeurs aujourd'hui. C'était le temps où, finalement, le salon du livre qui était sous la coupole de Legrand, finalement, au premier étage, sur le balcon, on avait un peu ce qu'on trouve aujourd'hui dans le salon. C'était ça. Hein. On se promenait, c'était un régal de se promener, non pas en bas où il y avait les grands qu'on connaissait leur production, mais sur le balcon où il y avait la production des jeux. Et on retrouvait ça. Bon. Si je vous raconte ça, il n'y a aucune nostalgie. Et c'est le constat que l'économie de marché. On est passé, comme je l'ai dit, à la dictature des commerciaux, à un monde clanique qui vit entre soi et qui souvent se déteste par ailleurs, et un monde de pieux au pluriel. Mais de ça, vous le savez tous mieux que moi, et je m'arrêterai. On laisse la parole à Francis.
Tout d'abord, merci pour l'introduction qui était à la fois synthétique et éclairante. Merci pour cette introduction et puis merci pour ce témoignage qui nous rappelle que l'édition n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. J'avais absolument pas l'intention de raconter ma vie, mais finalement tu m'as tendu la perche. Parce que moi je suis devenu éditeur en 1981. À la vérité, je ne devais jamais former le dessin de devenir éditeur. J'écrivais des poèmes. Et un vieil écrivain que certains d'entre vous ont peut-être connu, Pierre Camara, m'avait demandé de venir travailler avec lui à la revue Europe. J'étais très flatté. J'avais le premier recueil de poèmes qui était paru aux éditeurs français réunis, qui était la maison fondée par un wagon au sortir de la guerre et dirigée par Madeleine Braun, première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, grande résistante, complètement oubliée. Et comment ? Absolument. Donc mon premier livre était paru là. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé d'abord m'occuper de la revue Europe, puis après du secteur littéraire des éditions Décideurs. J'avais donc un salon qui s'appelait Christian Echard, qui était très actif dans le monde de l'édition. Il était un ancien ouvrier de René Billancourt, qui était devenu un éditeur actif de qualité et qui en plus a joué un rôle très important dans les années 80 pour essayer de fédérer les éditeurs face au mouvement de concentration. Et à un moment où on avait cru possible des changements. En 81, la gauche est portée au pouvoir, Mitterrand est élu, et Christian Echard et d'autres défendent l'idée qu'il faudrait nationaliser les activités de distribution d'achète pour créer un pôle public de distribution et diffusion du livre. Évidemment, cette idée a fait gonfler, parce qu'elle s'est heurtée d'emblée à un refus non seulement d'achète, ce qui était compréhensible, mais de l'État, de la direction de l'État, qui ne voulait surtout pas défriser une puissance comme Hachette. Dans d'autres secteurs, d'ailleurs, le même chantage fonctionnait, c'est-à-dire que, on disait, moi je me rappelle, c'est une parenthèse, que j'avais soutenu la grève des ouvrières de Silvermatch, qui appartenaient au groupe Cartier. Et quand j'avais été reçu au ministère de l'Industrie, en 1983, on m'a dit, oh là là, mais si on fait quelque chose contre le groupe Cartier, ils vont quitter la France. Hein. Et donc le chantage à l'évasion des capitaux a marché, et la gauche, au bout de 2 ans et demi, a remballé ses affaires et a adopté une politique finalement d'austérité avec le plan sidérurgie. Je parle de choses qui peuvent paraître anciennes, qui sont anciennes déjà, parce que ça remonte à une quarantaine d'années. Mais pour dire que quand même, dans cette période où il y avait eu l'espérance de transformation progressive de la société, la question de l'édition était très présente, et la question de la nécessité d'un pôle public de distribution du livre avait été posée. Vite évincée, mais posée. Aujourd'hui, remettre cette question sur le tapis, c'est passer pour un gardon rouge, hein, je pense. Est-ce que tu peux rappeler quand même que dans il y avait eu le rapport Pingoura Barreau qui institue le clinique, mais dans toute la réflexion, il y avait ce pôle public dans le rapport Pingoura Barreau, et la gauche et les équipes longues ne l'ont pas appliqué. Non, ce qui est resté de cette période et ce que tout le monde a retenu, c'est le clinique du livre, qui est une bonne chose, hein, tout à fait importante, et qui a certainement joué un rôle pour maintenir une certaine diversité, un certain pluralisme, notamment maintenir un réseau de librairies qui est plus fourni que dans la plupart des pays d'Europe et incomparablement plus fourni que dans les Amériques. Hein, parce qu'en France, je l'ai rappelé tout à l'heure, la librairie au sens traditionnel, je ne parle pas simplement de la librairie indépendante, mais la librairie en général, ça représente, tu me corriges si je me trompe sur les chiffres, parce que j'ai toujours du mal avec les chiffres plus qu'avec les lettres, c'est entre 30 et 40% de la diffusion du livre. Alors que Amazon, ça représente encore très peu, hein, c'est moins de 10%. Oui, en France. Globalement, oui, mais dans le chiffre d'affaires des éditeurs moyens. Voilà, ça prend de plus en plus d'importance. Mais aux États-Unis, ce que je voulais dire, c'est qu'aux États-Unis,
La librairie, c'est 6% du chiffre d'affaires de la vente des livres, et plus de la moitié se fait par Amazon et par les grandes plateformes. C'est ça l'avenir qui nous est promis. Donc, la loi sur le prix unique a été un contre-feu qui a ralenti le processus, qui a préservé une certaine diversité éditoriale, mais enfin, c'est pas la panacée. Et en fait, les lois fondamentales du capitalisme continuent à s'appliquer, évidemment. Et ces lois, elles tiennent d'abord au mécanisme même du capitalisme, dans tous les secteurs, qu'il s'agisse des petits pois, de l'industrie de guerre ou du livre, la loi est la même. La concurrence engendre la négation de la concurrence. La concurrence, c'est que le plus fort l'emporte et élimine les concurrents. Donc, le principe du libéralisme est un principe qui se nie lui-même, en vérité, puisque la logique du libéralisme, c'est de conduire à la limitation des libertés, en vérité, dans tous les domaines économiques. Mais à cette loi générale du capitalisme s'ajoute une deuxième dimension, qui est la dimension idéologique. Parce que, quand M. Bolloré a été reçu par la commission sénatoriale, je ne me rappelle plus si c'était en juin ou en janvier, j'ai un problème avec les dates et les chiffres, donc n'hésitez pas à me corriger si je commets quelques imprécisions. Il a expliqué que son opération, son raid sur Hachette, c'était simplement une opération économique, classique. C'était pour des objectifs économiques. Mais c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a des objectifs économiques. C'est pas tout à fait négligeable. Mais enfin, il faut relativiser les choses. Le groupe Bolloré, c'est à ma connaissance 19 milliards d'euros. Au départ, ça avait commencé dans la papeterie, c'est passé à la logistique, les ports en Afrique, la plantation des VA en Indochine, l'huile de palme en Afrique, bon, des activités multiples, la presse, la télévision, Canal+, CBnews, etc. Donc CNews, c'est une autre pieuvre, autrement plus grande et tentaculaire que la pieuvre verte dont on parlait dans les années 60, 70. Et cette pieuvre s'intéresse à l'édition pour des raisons qui ne sont pas essentiellement, je dis ce que je pense, des raisons que, contrairement à ce qu'affirmait Bolloré, c'est pour des raisons politiques, idéologiques. On fait un peu de la même façon que, effectivement, on avait vu Média Participation s'implanter dans l'édition, à des grandes éditions, le troisième vecteur de l'édition, sans faire mystère de ses options philosophiques, il en a même avec Bolloré. Bolloré, bon, qu'il soit un catholique pratiquant, c'est absolument son droit, j'ai rien à redire à ça, qui se promène sur lui avec des images plus et qui est son confesseur particulier qui loge dans un immeuble pas loin de chez lui, c'est son droit le plus absolu. Ça relève de sa vie privée, comme s'il avait des traits, ça ne relève pas plus. Mais ce qui me préoccupe par contre, c'est qu'à peine avait-il mis le petit doigt de pied dans l'édition, qui s'est empressé d'assurer le succès du livre de son frère, qui s'intitulait Dieu, la science, l'épreuve, qui prétendait démontrer que la science moderne prouvait l'existence de Dieu. Et ce livre, en quelques semaines, a été propulsé en tête des ventes. Le Maine a joué un rôle que l'on sait dans le lancement de la candidature de Zemmour. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit un néo-fasciste. Le même homme entretient d'excellentes relations avec François Hollande. Les choses à ce niveau-là sont plus complexes. Il y a certainement une part d'intérêt, il y a aussi une part tout simplement de volonté de contrôle culturel idéologique. D'ailleurs, la preuve, c'est que dès qu'un journaliste, quelqu'un essaie d'enquêter sur le coup de Bolloré, il se retrouve avec un procès. Ce qui fait qu'on ne peut pas considérer sérieusement que l'opération de main basse sur l'édition à laquelle nous sommes en train d'assister laisse indemne la liberté d'expression dans ce pays. Déjà, on l'a vu avec Canal+, c'est anecdotique, mais ça a touché les gens, parce que c'est une émission satirique.
était populaire et qui avait été visé par les premières oukases de ce monsieur. Mais il est évident que le secteur le plus réactionnaire des éditions françaises s'apprête à prendre le dessus de l'édition. Et c'est plus la moitié du chiffre d'affaires de la profession qui se rentre là-bas. Et actuellement déjà, quand on regarde le paysage de l'édition française, c'est un cheval d'une alouette. On dit qu'il y a 3000 éditeurs en France. C'est un chiffre qu'il faudrait qu'à un moment on puisse vérifier véritablement. Il n'y en a peut-être pas 3000 qui sont véritablement actifs. Mais il y en a 2 au moins qui font plus de 50% du chiffre d'affaires de la profession, déjà. Et demain, on va se retrouver dans la situation que tu décrivais, avec un quasi-monopole dans des secteurs comme le livre scolaire, la distribution, etc. Donc, tout ça justifie que les auteurs, les salariés des maisons concernées, les éditeurs indépendants se soient élevés. Comme il y a des procédures antitrust que déjà, au niveau de la Commission européenne, en 2002, ils avaient demandé à Lagardère de revoir sa copie. Aujourd'hui, Bolloré, enfin son fils, puisque Bolloré a passé la main à son fils, et le groupe demeure, est obligé de faire quelques concessions, et que pas de deux. On dit qu'il veut revendre les parts de Vivendi, enfin de Titis, à l'un de ses amis. Hein. Alors je ne sais pas exactement qui c'est, on parle de la traite de la Chalière, à un moment, on a parlé de ça. Hein. Je ne sais pas si c'est confirmé, je ne suis pas dans le secret de la bourse et des lieux. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont en train de faire leurs affaires et que, pour l'instant, il faut bien dire qu'il n'y a pas d'opposition de l'État français à cette entreprise. C'est en train de se faire, et ça va se faire, quelques secondes. Ça se fait. Donc, nous avons raison de nous en inquiéter et de nous mobiliser. Nous, de notre côté, l'association Notre Livre, on est une petite association qui s'est fondée il y a 20 ans exactement, en 2002, avec le projet de défendre ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, tout simplement le pluralisme et le droit à l'existence des éditeurs indépendants. Parce que les petits éditeurs ne sont pas parés de toutes les vertus. Certains ne travaillent pas bien, beaucoup travaillent avec passion. Hein. En vérité, beaucoup font un travail excellent. Mais ce qui les caractérise, c'est que ce ne sont pas des gens d'argent en règle générale. Alors s'ils ont voulu se lancer dans l'édition pour faire fortune, ils se sont trompés. Hein. Ce sont en fait, dans la quasi-totalité des cas, des hommes, des femmes passionnés par le livre. Parfois des auteurs qui deviennent éditeurs, parfois des amoureux du livre, qui ont l'amour de l'objet livre, du travail bien fait, la passion du texte aussi, et qui, contre vents et marées, continuent à publier des livres, alors que leurs livres ne se trouvent pratiquement jamais sur les rayons littéraires, qu'on n'en parle jamais dans les éditions littéraires, que la presse fait en règle générale silence sur leur livre. De temps en temps, il y a une exception. On est heureux quand il y a 3 lignes dans Libération d'hier pour évoquer le salon de notre livre. Enfin, entre nous, ça fait 20 ans qu'on existe, jamais Libération n'a pas de livre. Hein. La presse ne peut pas forcément vendre les livres. Et la presse ne peut pas forcément vendre les livres. Mais l'absence d'écho contribue à ce qui nous se dit. Donc, nous, on avait créé cette association qui regroupe aujourd'hui plus de 200 éditeurs pour défendre les intérêts matériels et moraux des éditeurs indépendants. Nous avions organisé des états généraux, nous était sorti un livre blanc, et nous avons, au fil des années, non seulement organisé ce salon, qui est une occasion, je trouve, précieuse de découvrir la diversité de la production des éditeurs, mais aussi essayer de mener une sorte d'action presque syndicale, revendicative. Ce qui n'est pas évident parce que le monde des petits éditeurs est souvent assez individualiste, on n'est pas habitué, tout le monde chacun a ses problèmes. Un petit éditeur, c'est quelqu'un qui est souvent la tête enfoncée dans son ordinateur et qui n'a guère de temps à consacrer à l'action collective. Donc ça n'a vraiment rien, et ça n'a toujours rien d'évident que d'organiser une sorte de coopération, une entraide, même simplement une action collective. Néanmoins, on l'a fait, on a commencé, on a mené des batailles, par exemple, la bataille un peu emblématique, c'est celle sur les tarifs postaux. On n'a pas gagné. On a réussi à atteindre une sorte de consensus dans la profession, parce qu'au début, quand nous avions lancé cette idée, personne ne réagissait. Les libraires même, pour dire la vérité, un certain nombre d'entre eux,
tout cas leurs organisations représentatives, ne regardaient pas forcément ça d'un bon oeil, parce qu'ils soupçonnaient les petits éditeurs de vouloir faire de la VPC, de la vente par correspondance. Ce que certains font, bien sûr, hein, et qui ne vendent qu'en librairie. Les chiffres de l'édition ne sont pas ceux qu'ils sont, c'était pas ça. Mais finalement, nous avons réussi, à force de ténacité, à faire que tout le monde se rallie à cette idée qu'il fallait que le livre bénéficie, comme la presse, d'un tarif postal avantageux. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Vous envoyez un roman qui fait, je ne sais pas, de 240 pages, vous payez 6 euros. C'est-à-dire que vous laissez autant à la poste que vous laissez au libraire. Et beaucoup plus qu'à l'auteur, puisque l'auteur a théoriquement 10% de droit sur le prix public du livre. Il y a, sur 20 euros, l'auteur a 2 euros et la poste 6 euros. C'est une situation absolument absurde et qui pénalise la circulation du livre comme objet culturel. Nous disons, non pas qu'il faudrait faire bénéficier telle ou telle catégorie, comme ça a été fait au moment du Covid, quand à la fin du confinement, l'État, le ministère de la Culture ont proposé un tarif bénéficiaire, enfin avantageux pour les libraires. Nous disons non, ce n'est pas tel ou tel acteur qui doit bénéficier, c'est le livre en tant qu'objet. Que ce soit un auteur, un libraire, un éditeur, un bibliothécaire, un journaliste, un éditeur qui envoie le livre, il faut un tarif. Et on s'appuie sur le fait qu'il existe dans la nomenclature de la Poste un tarif qui s'appelle livre et brochure destiné à l'expédition à l'étranger et qui, au titre de la promotion de la langue française, de la francophonie, est un tarif tout à fait économique. Un tarif dont nous ne bénéficions pas en France, alors qu'on pourrait en France mener un certain combat pour la langue française et pour la francophonie aussi. Ce serait légitime. Donc ça, c'est un combat qui a été un peu emblématique. On n'a pas gagné. Je dirais même que, je le disais tout à l'heure dans une réunion d'éditeurs que nous avions, on est dans cette situation curieuse où on sait maintenant que nous sommes écoutés, on ne peut pas dire que nous soyons entendus. Parce que nos chers députés à l'Assemblée nationale, après avoir bien écouté nos arguments, ont conclu qu'il fallait un minimum de 3 euros comme tarif postal. Alors que si ça avait été le prix plafond, on aurait été heureux. Là, c'est le prix plancher. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont soi-disant voulu combattre Amazon, qui effectivement envoyait ses livres pour rien. C'est un vrai problème, parce qu'ils avaient de la puissance, la capacité. Mais du coup, le petit éditeur qui pouvait faire un cadeau à ses lecteurs en faisant franco de port, n'en peut plus. Et c'est vraiment une mesure à contresens de ce qu'il faudrait faire. Je ne désespère pas que nous revenions devant le groupe parlementaire pour faire entendre raison. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que pour l'instant, le seul groupe parlementaire qui se soit saisi de notre revendication, j'ai peine à le dire, mais c'est le Rassemblement national, qui nous a annoncé cette semaine qu'il ait déposé une proposition de loi dans ce sens. Alors c'est la tradition en effet un peu jadiste, mais c'est aussi tout simplement la démagogie qui fait qu'ils attrapent tout ce qui passe et qu'ils ont des gens qui travaillent, malheureusement. Donc j'espère que les groupes de gauche vont se réveiller, mais bon, cette histoire des tarifs postaux, c'est évidemment pas le seul sujet, il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a la question de la distribution que j'ai évoquée tout à l'heure, on veut remettre ça sur le tapis. Il y a la question de la place des médias, de l'édition indépendante dans les médias. Il y a la question de notre représentation auprès des pouvoirs publics, parce que nous avons régulièrement des discussions avec le ministère de la Culture. La dernière fois qu'on a discuté avec la représentante du ministère de la Culture, ils ont passé un quart d'heure à nous demander qui nous étions. Comme s'ils ne nous connaissaient pas. Ça fait 20 ans qu'on existe, on est la plus ancienne et la plus importante association d'éditeurs, et ils ont fait semblant de nous découvrir. On nous a dit, vous connaissez l'association publique, contre laquelle je n'ai absolument rien, mais qui vient de se constituer et qui prétendait nous opposer. Manque de chance pour eux, on a adopté une ligne unitaire et on a proposé la création d'un comité de liaison de différentes associations de défense des éditeurs indépendants pour essayer d'aller aussi vite que possible parler au pouvoir public. Donc c'est une bataille, c'est un peu la bataille du travail de Sisyphe, parce que on n'empêchera pas le bois du capitalisme
malheureusement de se poursuivre, pas seulement dans ce domaine, mais c'est un combat qu'il nous faut mener, parce que c'est la liberté d'expression, la liberté de publication, la liberté, la possibilité d'avoir dans ce pays une pensée critique qui s'exprime. C'est ça qui est aujourd'hui en cause. Parce que vous entrez dans une librairie, je ne vais pas être plus long parce que je suis trop excusé. Vous entrez dans n'importe quelle librairie, vous êtes au départ saisi par l'abondance des titres, une extraordinaire diversité des ouvrages proposés, et une offre éditoriale qui est d'une grande richesse. Oui, on pourrait même penser qu'il y a une sorte de pléthore éditoriale, parce qu'en 2021, après avoir dû faire un peu se limiter pendant le confinement, les éditeurs se sont un peu lâchés, ils ont dû rattraper, et on est monté à 100 000 titres nouveaux parus dans l'année, ce qui est énorme. Du coup, ça a quand même accentué encore la concurrence, ça a aggravé le problème des retours. Le premier semestre 2022 n'a pas été bon, et bon, on va revenir sans doute à une production un peu plus raisonnable, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si on devait faire la part des choses, je vois par exemple comment le syndicat national d'édition s'est félicité des résultats de la profession en 2021. Bon, il y avait progression, d'accord. Enfin, si on enlève les mangas, où est-ce qu'elle est la progression? L'essentiel de la progression vient des mangas. J'ai rien contre les mangas dans le genre, encore que je ne sois pas un lecteur, un adepte, mais on voit bien que dans le domaine du livre, comme dans l'ensemble de la culture, la logique de ces industries culturelles, c'est d'aller vers une culture du divertissement, de la distraction et la disparition de toute pensée critique. L'éradication de la pensée critique, de la création, de l'utopie. La poésie, ça relève de l'utopie. Vouloir que le monde soit plus beau, il n'y a pas de poésie sans ça. La poésie et la philosophie sont deux secteurs aujourd'hui mis en danger par cette évolution. Peut-être qu'on laisse la parole à la salle, éventuellement. Si vous avez des questions, juste pour rappeler, cette idée du pôle public de la distribution, il a été longtemps imaginé. Dès 1947, il y a un consensus à la Chambre. Tous les élus seront pour la destitution d'Hachette, mais arrive la guerre froide, et miraculeusement Hachette s'en tire en se présentant comme victime des communistes, alors qu'il y a un consensus à la Chambre pour faire sauter leur quasi-monopole sur la distribution et du livre et de la presse. Sur cette idée de prise en charge de l'État, c'est une chose qu'on parlait il y a 20 ans. On parlait quand même, il y avait des tribunes il y a 20 ans pour dire s'il faut une solution économique, il faut que la Caisse des dépôts et conciliation, elle rachète Vivendi, et puis au moins pour le livre scolaire, on arrive à une situation qui soit une solution à la fois industrielle et une solution à la fois pluraliste. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on est très très au-delà de ça. Et sur ce que disait Francis, il y a aussi un problème industriel qui est le modèle de ces grands groupes, qui est de faire du livre low cost, de la surproduction à contrainte. Dans les années 50, on publiait à peu près 150 000 nouveautés en décennie. Dans les années 70, on publiait à peu près 350 000 nouveautés par décennie. Dans les années 2006-2015, on publiait à peu près 700 000 nouveautés par décennie. Et là, on se rapproche de 900 000 ou 1 million. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que les ventes de livres reculent, depuis 2010, on vend 15% de livres en moins en volume. Donc ça aussi, c'est des méthodes de travail industrielles qui commencent à gagner toute une partie du secteur du livre. C'est rogner sur les coûts, partout où ils sont. C'est désalarier une grande partie du monde du livre. On était en 2014 à 12 716 salariés d'édition française. Aujourd'hui, on est à 11 000 à peine. Donc tout ça, c'est une piétaille de gens qui ont été précarisés, qui sont en freelance. Et donc on ne peut pas parler de quelconque réussite. Et quand tu parlais du manga, effectivement, les 50 premiers succès du manga, il n'y en a plus que 2 au-delà de 20 €. Donc il n'y en a que 2 qui peuvent avoir un statut d'album. Sauf que si on publie du manga
fait à 10 € ou est-ce qu'il est imprimé et qu'est-ce qui revient à l'auteur? Pas grand-chose. Il n'y a pas là un modèle industriel. Et ce modèle de la surproduction, c'est aussi un modèle où même les lecteurs se perdent. La littérature étrangère est en chute libre chez nous et même les repères de lecture se perdent. Voilà, donc on va vous laisser un peu la parole, même si le temps est compté. Bonjour, Serge Vincent, je suis dans le monde du spectacle, je suis acteur, mais je suis syndicaliste. Je suis fondateur du syndicat indépendant des artistes, donc je partage tout ce qui a été dit là. Mais ce qui se passe dans l'édition, c'est ce qui s'est passé dans les médias. Puisqu'aujourd'hui, 90% des médias sont entre les mains de 9 milliardaires, enfin oligarques. Voilà, donc c'est la suite logique de leur démarche. Et c'est tout. Bon, c'est ce qui se passe aussi au niveau des instituts de sondage. Tout est lié. Les sondages, la presse, le livre, et tout ça fait partie d'une manipulation des esprits. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, parce que moi, en tant que syndicaliste, je le dis, il n'y a plus de conscience collective aujourd'hui dans ce pays. C'est ça le problème. Comme on a pu connaître à l'époque après-guerre, avec les syndicalistes, les militants. Il n'y a plus de militants. C'est ça le problème. Voilà. Donc, est-ce qu'on va revenir à ça? J'en suis pas sûr. On est dans un monde très individualiste et de plus en plus individualiste. Voilà. Mais je partage en tant que syndicaliste ce que vous avez dit. Bonjour, non, c'était une simple question. Dans les nouvelles publications, on parlait d'à peu près d'1 million d'édités. Est-ce que vous comptez les auto-édités dans ce livre? Est-ce qu'ils sont comptés? C'est un ISBN ou pas? Parce que je sais que c'est un peu en explosion. Et... Sur un an, c'est 100 000. C'est sur une décennie. D'accord. Ah, sur une décennie? Oui, sur une décennie. On est entre 90 000 et 100 000 nouveautés. Mais alors après, il y a différents comptes. Il y a des comptes différents. Il y a les comptes de la Bibliothèque nationale. Donc ça, il peut y avoir des livres sans ISBN à la Bibliothèque nationale. C'est des gens qui peuvent déposer leurs livres. Mais à la Bibliothèque nationale, les deux éditeurs numéro 1 qui rivalisent avec Hachette, c'est Edilivre et l'Harmattan. Edilivre, auto-édition à compte d'auteur un peu déguisé, 2 Hachette, 3 l'Harmattan en général. Après, si on regarde ce qui est effectivement référencé sur la base Elect, c'est-à-dire des livres qui ont été une description pour être vendus, on est un peu en deçà. Mais c'est pas que l'auto-édition et l'auto-publication, cette explosion des titres. C'est aussi un modèle économique qui est que l'édition est une industrie de l'offre qui répond au recul de la demande par une surproduction. Et donc ça amène à quoi? Ça amène au fait qu'on pilonne un quart, un tiers des livres qui sont publiés. Et globalement, sur les nouveaux livres publiés de la surproduction, quand on regarde le rapport ça c'est le rapport basique, qui est en basique 2017, qui est accessible en ligne sur Internet, et on voit ce que c'est le coût écologique de la surproduction et du pilonnage. Mais le rapport Olivier Donat de 2018 qui montre que l'idée d'un entraide sur Internet qui amènerait les gens à consommer plus diversement, c'est faux. C'est une polarisation. Et si on regarde les chiffres qui sortent et d'Olivier Donat et des arbitrages qui sont ceux de la Cour de justice de l'État de New York, il y a des éditeurs qui donnent des stats qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire 90% des bouquins publiés sont vendus à moins de 100 exemplaires, voire moins de 10. Olivier Donat, c'est le chiffre qu'il donnait en 2018, disait sur la hausse de la surproduction, les 100 000 dont parlait Francis, il y en a 90% sont vendus à moins de 10 exemplaires. Et nous, c'est des échanges qu'on a off avec des éditeurs qui nous disent en littérature ou en document, on arrive parfois à des ventes égales 0. Même chez des grands éditeurs. Même chez des grands éditeurs, oui. Même chez Gallimard, bien sûr. Oui, chez les grands éditeurs de littérature. De non-fiction. En fait, le modèle, c'est l'inégalité dans le monde des livres est comparable à l'inégalité dans le monde des humains. Hein. Il y en a quelques-uns qui cavalcadent en tête avec des ventes gigantesques.
évidemment dû à l'immense qualité littéraire, je pense à Guy Rousseau par exemple, des auteurs comme ça. Mais la plupart n'étaient pas eu d'exemplaires, y compris chez les grands éditeurs. Et on est dans un système qui est, à mon avis, profondément pervers, parce que pour compenser les méventes, on a toujours arrêté, on produit plus de livres. Pour compenser les retours, on lance des nouveautés. C'est une sorte de course à l'échalote. C'est la cavalerie permanente. Ça a toujours existé, mais le phénomène s'est amplifié. Et il va vers la catastrophe. Enfin, ça n'est pas économiquement tenable à terme. Juste un mot pour revenir un peu au début de ce que disait Nice par rapport à Lindon. En 1974, à la création de la FNAC, Lindon avait publié un petit fascicule qui s'appelait La FNAC et les livres. Je vous invite à le retrouver et de voir comment la concentration de la diffusion, parce que la FNAC faisait moins de 20%, comment Lindon allait dire que l'édition allait s'appauvrir. Et je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui par rapport à ce qu'est devenu la distribution. Des choses comme ça. La FNAC et les livres, c'est ça. La FNAC et les livres. Je peux citer l'exemple, pour terminer rapidement, de l'édition en Suède. Les livres ont 2 ans d'existence. Au bout de 2 ans, les éditeurs soldent leurs livres dans un solde annuel où il est fait un catalogue des livres soldés qui est le même dans toutes les librairies de Suède. Toutes. Et après ces 2 ans, si vous voulez retrouver le livre, il est chez l'antiquaire. C'est fini. On ne peut plus le trouver chez lui. Oui, mais nous, c'est pire, parce qu'on donne directement aujourd'hui. Ça n'empêche pas le pilonnage. Parce que si le livre n'est pas vendu au solde, il est pilonné. Non, mais en librairie, il y avait une règle, un livre qui n'était pas retournable avant 3 mois et il était retournable en 3 mois et 1 an. Aujourd'hui, c'est plus le cas, où il y a des livres qui ne sont même pas déballés des cartons, et qui ne sont pas traités, et qui vont directement au pilon. C'est dans une aberration. Les amis, il faut que nous arrêtions, parce qu'on a débordé. Voilà. Alors, pour poursuivre, vous pouvez lire le livre de Jean-Yves Gaulier, Vraie histoire de la concentration dans le monde du livre, et le livre d'Hélène Ling et Inès Salas, Le fétiche et la plume, la littérature nouveau produit du capitalisme, qui vient de sortir cette année, qui permettront d'aller un peu plus loin dans nos réflexions. Le livre de Nice, La mémoire éclatée sur la biographie incroyable de Vincent et Gersson. Julien a ordonné le livre sur les éditions Maspero et les paysages humains, avec toute la partie historique des éditions Maspero. Et ma dernière publication, c'est dans les cartes d'identité, une revue lyonnaise sur la guerre d'Algérie, Mémoire en résonance, avec la contribution de la prix Goncourt. Attention, on n'a pas de modeste. Voilà. Bonne journée, merci à tous. Au revoir.